Dans les Mille et une nuits, par exemple, le deuxième Calendère trouve un somptueux palais et il y rencontre 40 ravissantes princesses qui vont lui simplifier la vie. Elles vont lui faire la cuisine, elles vont lui masser les pieds, elles lui prêteront même leur abonnement Amazon Prime pour qu'il puisse mater les anneaux du pouvoir. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de curiosité, de portes interdites, de personnages curieux, mais aussi de réseaux sociaux et de la curiosité en marketing. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des nouveaux épisodes et si la chaîne vous plaît. Comme vous avez pu le voir, j'ai un petit peu augmenté le rythme des vidéos. Je vois que vous en êtes satisfait. Donc pour jouer avec les algorithmes et être sûr que les épisodes s'afficheront dans vos suggestions, il est important déjà de s'abonner évidemment et surtout d'activer la petite cloche. Je vous remercie par avance. Donc la curiosité, qu'est-ce que c'est ? Eh bien avant tout, c'était considéré comme un défaut. Au temps des religions, c'était ce qui vous poussait à vous intéresser à l'interdit, à ce qui n'est pas autorisé. Les jeunes gens qui avaient les hormones en ébullition et qui voulaient ken après la prière se voyaient sermonner et ils étaient sermonnés avant tout avec des histoires. Et donc la curiosité est vue comme une pulsion primaire, une envie irrésistible qui pousse le héros à agir. Et de cette action va découler la résolution d'un élément mystérieux, une révélation, le déclenchement d'un événement. Et on aura toujours le héros avec sa curiosité et en face un personnage moralisateur qui lui dira « Tu vois cette porte, eh bien ne la franchis pas, ne l'ouvre pas, ce qu'il y a derrière ne te regarde pas, je vais faire les courses, je reviens. » Et il y aura toujours pour le héros curieux cette porte qu'il ne doit surtout pas franchir et qui représente, une fois ouverte, la révélation, un franchissement de seuil, un apprentissage, un accès à la vérité cachée. Et pour cela nous allons prendre quelques exemples, alors laissez-moi vous raconter quelques histoires. D'abord dans les religions, la curiosité est tellement diabolisée que dans l'islam on parle du démon de la curiosité. Dans les Mille et une nuits, par exemple, on en a parlé dans un précédent épisode, le deuxième Calendère trouve un somptueux palais dans la montagne et il y rencontre 40 ravissantes princesses qui vont lui simplifier la vie. Elles vont lui faire la cuisine, elles vont lui masser les pieds, elles lui prêteront même leur abonnement Amazon Prime pour qu'il puisse mater les anneaux du pouvoir. Un beau jour, les princesses partent en vacances d'été et elles disent au Calendère « Tu peux te balader partout dans le palais, mais n'ouvre surtout pas la grande porte d'or. » Évidemment, dès qu'elles sont parties, le Calendère ouvre la porte, et sans trop vous spoiler, il y découvre derrière une chose qui lui fait perdre son œil. Il a été possédé par le démon et il est puni par l'aveuglement, par l'objet de son méfait pour avoir été trop curieux, pour avoir vu quelque chose qu'il ne devait pas voir. Et on retrouve ça en Grèce antique, quand Athéna prenait son bain tranquille, Tirésias, le vieux pervers, la mate. Évidemment, elle s'en rend compte et elle lui ôte instantanément la vue. Vous n'aviez pas le droit de voir ce qu'il y avait derrière cette porte, vous n'avez pas le droit de regarder des nudes d'Athéna, alors vous serez privé de la vue de l'outil de votre affront. Il y a aussi Pandore qui ouvre cette fameuse boîte et dans laquelle il y aura tous les malheurs du monde, avec bien sûr dedans l'aveuglement, le manque de discernement, le manque de lucidité, et bien sûr nous avons l'équipage d'Ulysse qui, une fois arrivé sur l'île d'Éos, voit de superbes vaches label rouge élevées en plein air, et ils se disent « mais quel goût ça a ! Et si on faisait pas un barbecue maison ?» Une fois la viande cuite, ils sont punis par le dieu en étant pris d'hallucination, donc encore ici, punition avec l'intervention d'une vue brouillée ou prise. Mais la curiosité peut aussi tout simplement déclencher la quête du héros qui le fera grandir. Dans les contes russes, nous avons Ivan qui est invité dans le château de la reine guerrière Maria, mais à quoi faire ? À prendre le thé bien sûr. Maria doit vite repartir et il dit « Ivan, regarde cette porte, ne l'ouvre pas, je m'en vais ». Évidemment, dès son départ, Ivan l'ouvre et il y découvre un vieillard enchaîné. Il donne de l'eau au vieillard pour le désaltérer, sauf que ce vieillard, c'était Kashtcheï, le méchant pervers des contes russes. Genre, il a appris toute la vie à DSK. Et une fois qu'il a bu cette eau, il se transforme en Super Saiyan Kashtcheï. Il se débarrasse de ses entraves et il prend Ivan avec lui. Et c'est à partir de là que la quête du héros commence. Ça, ce sont les histoires de curiosité dans l'Antiquité. Et ensuite, avec l'arrivée de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance, on voit la curiosité comme une appétence pour le réel, un goût pour la découverte.
découverte, un acharnement à nous défaire de tout ce qui nous est singulier, comme dirait Foucault. Et à partir de ce moment, on revient à cette pulsion de vie irrésistible. Et à ce moment-là, la curiosité devient bien utile avec la fameuse histoire de Barbe Bleue. À sa nouvelle épouse, il donne les clés du château et lui dit de ne surtout pas ouvrir la porte de la cave. Et bien sûr, c'est sa curiosité humaine, trop humaine, qui va lui permettre de découvrir la vérité, mais surtout de pouvoir déjouer son destin funeste. La curiosité sera aussi associée à l'enfant qui explore, qui découvre le monde et qui fait des bêtises. On a les malheurs de Sophie, dont la curiosité insatiable la pousse à disparaître, à faire des bêtises, comme par exemple manger tous les chocobons en une seule fois avant de remplacer les friandises par de la pâte à modeler. On a aussi Boucle d'Or qui ne peut pas s'empêcher de retourner et d'explorer la maison de la famille Ours, à manger leur Deliveroo qui les attendait sur la table, à jouer à leur PlayStation, à dormir dans leur plumard. Et enfin, on a Alice au pays des merveilles qui, rongée par la curiosité, s'engouffre dans le terrier du lapin. Ce terrier qui représente la découverte et le rite de passage à l'âge adulte. Certains disent même que ce monde des merveilles représente la curiosité grandissante pour le plaisir sexuel de la jeune fille et que le terrier du lapin serait une certaine partie de son anatomie qu'elle serait en train d'explorer à foison. Sacré Freud, hein, toujours le mot pour nous mettre mal à l'aise. Bon, mais alors, qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces héros avec cette pulsion de vie irrésistible? Ils peuvent pas se contrôler un peu, qu'est-ce qui les pousse à absolument désobéir? Eh bien, tout simplement que ce sont des humains, ce sont des jeunes adultes, et psychologiquement, de manière inhérente, ils seront poussés à transgresser, à braver l'interdit, donc évidemment leur dire de ne pas ouvrir cette porte, c'est le meilleur moyen pour qu'ils le fassent. Il y a aussi cette aura de mystère face à la porte, ce manque d'informations que l'on veut découvrir. Barbe Bleue, les 40 princesses, enfin, on n'explique jamais au héros ce qu'il y a derrière et qui justifierait cette interdiction. Et donc c'est au héros de le découvrir, mais pourquoi on me maintient dans l'ignorance? Pourquoi est-ce que je ne peux pas savoir? Et ce sont précisément tous ces leviers psychologiques qui vont activer naturellement la curiosité chez l'individu. Donc, quelque part, le héros est condamné à franchir cette porte, il est condamné à découvrir et à être puni ou à être révélé. Et donc, je suspecte personnellement tous ces personnages de l'interdit qui leur disent de ne pas ouvrir la porte, de le faire exprès justement pour qu'ils l'ouvrent, de fomenter en secret et de tout mettre en œuvre pour s'assurer que le héros ouvre la porte. Si Barbe Bleue ne voulait pas que sa femme ouvre la porte, il n'avait tout simplement pas à lui donner la clé. Donc Barbe Bleue, Hélios, les 40 princesses, et même le dieu de la Genèse, tous l'auraient fait exprès en fait. Bah oui, s'il y a un personnage qui connaît la psychologie humaine par cœur, c'est bien Dieu. Il a créé l'homme à son image et il savait parfaitement qu'en interdisant à Adam et Ève de croquer la pomme, ils allaient précisément le faire. Certainement qu'en créant le jardin d'Éden, il était complètement torché au moment de réaliser le pommier. Le goût des pommes est dégueulasse, il fallait bien les refourguer. Le serpent, lui, est carnivore, donc il s'est dit « Tiens, et si je les refourguais à ces deux cons-là? Ils sont humains, après tout. Il suffit que je leur dise de pas le faire. Et après, je les envoie sur Terre, donc comme ça, je leur retourne le cerveau jusqu'au bout. » En tout cas, on voit bien que dans cette dualité curiosité morale, c'est le héros qui est dans l'agir, qui est dans la pulsion de vie, qui est dans la volonté d'explorer, de découvrir, et au contraire, c'est le moralisateur qui est dans l'immobilisme, dans la passivité, dans la régression, dans la morale. Chez lui, il y a un manque de mouvement, un manque de vie, et c'est l'action du héros qui va déclencher les aventures et les événements. Et sur le marché et dans l'industrie, on va utiliser tous les leviers psychologiques que l'on a vus justement pour donner envie aux consommateurs. C'est avec la curiosité que naît le mystery marketing. On va pousser le client à se poser des questions, mais quel est ce nouveau produit dont on me parle et que l'on va venir révéler petit à petit par indices, en passant par petites portes. C'est par exemple le cas d'Apple qui révèle progressivement par événement, par image, son nouveau produit, son nouvel iPhone. De ce fait, les clients potentiels ont le temps de propager la rumeur sur les réseaux sociaux et ça fait même de la pub gratuite. Dans les médias, bien sûr, il y a cette curiosité morbide. On nous nourrit dans les shows télé d'assassinats à coups de couteau. Les journalistes aujourd'hui ont le goût du sang, mais ils ont le goût du sang parce que ça marche, car ça active en nous cette curiosité morbide qui nous
pousse à regarder l'émission. Et enfin, pour l'apprentissage et le développement de compétences, on devrait bel et bien être tout aussi curieux que ces jeunes héros. Aujourd'hui, on peut tout apprendre en un clic, on a un accès illimité à un nombre infini de connaissances, on a Wikipédia, des outils en ligne, et malgré tout, la majorité des gens sont sur TikTok à regarder des vidéos de chats et des boobs. La curiosité, c'est donc la pulsion de vie, c'est le mouvement, c'est le vouloir explorer, vouloir conquérir de nouveaux domaines de connaissances, et ainsi en nous suggérant du contenu que l'on connaît déjà ou qui correspond à notre bulle, les réseaux sociaux nous maintiennent dans un état de torpeur mortifère. Ils transforment notre cerveau en un zombie incurieux. Et tout ce qui sort de cette bulle cognitive, tous les gens qui ne sont pas d'accord avec nos idées, qui nous contredisent, deviennent de dangereux nazis. Et en se comportant de manière curieuse comme ces héros, nous devenons à nouveau des conquérants, des explorateurs, en somme, des personnes vivantes et agissantes. Et donc dans l'apprentissage, un professeur devrait être un agitateur de curiosité qui anime l'élève avec sa passion en transmettant sa passion, et c'est à ce moment-là que l'élève commence à se poser des questions. Et nous adultes, pareil, nous devrions toujours suivre nos passions, pour la raison que qui dit passion dit pulsion dit curiosité, dit vie. On se pose des questions, on est dans le mouvement, l'agir, et là, on a envie d'explorer. À partir de là, on a envie d'ouvrir la porte. C'est la fin de cet épisode sur la curiosité, j'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de liker et de me dire dans les commentaires si vous, par exemple, vous êtes de nature curieuse ou si vous suivez les suggestions YouTube ou Instagram. En attendant, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.